Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire assez incroyable d'un ouvrage d'art, le tunnel de la Nerte. Un tunnel vraiment exceptionnel. Vous imaginez, au milieu du 19e siècle, à sa construction, c'était carrément le plus long tunnel ferroviaire du monde. Mais ce n'est pas tout. Son histoire, elle est pleine de rebondissements. Une construction très dure, une vraie tragédie humaine malheureusement. Et puis, une découverte, alors là, surprenante, des œufs de dinosaures. Les premiers trouvés en France, apparemment. Une histoire dans l'histoire. Alors voilà notre mission aujourd'hui. On va essayer de décortiquer ce tunnel, qui est un maillon essentiel de la ligne Paris-Marseille, toujours aujourd'hui d'ailleurs. On va regarder un peu nos sources, des articles techniques, des documents historiques pour comprendre comment il est né, le défi énorme de sa création, de son entretien aussi, et pourquoi il est toujours aussi important. C'est essentiel de se remettre dans le contexte. Au milieu du 19e siècle, Marseille est en pleine bourre, une ville qui explose mais très mal connectée par le train. C'était difficile d'y arriver. Donc ce tunnel, c'était vital, vraiment, pour relier la cité phocéenne au reste du pays. Un enjeu économique stratégique majeur. Donc on est là, milieu 19e, relier Marseille c'est la priorité. Il y avait d'autres options de tracé, j'imagine. On a envisagé un tracé par la Côte Bleue notamment. La Côte Bleue c'est beau, mais compliqué, très compliqué techniquement. Ça aurait demandé beaucoup de ponts, de viaducs, d'autres tunnels plus petits. Bref, trop cher, trop complexe pour l'époque. Du coup, décision radicale, on choisit une solution linéaire. Un seul tunnel, mais alors un tunnel gigantesque sous le massif de la Nerte. Et c'est Paulin Talabot, l'ingénieur, qui s'y colle. Lancement en 1843. Paulin Talabot dirige ce chantier pharaonique. Et les dimensions, ça a donné quoi concrètement ? Alors là, pour l'époque, c'est vertigineux. On parle de plus de 4,6 km de long, 4600 mètres. Les chiffres précis varient un peu, 4638, 4633, 4640 selon les sources. Mais bon, l'ordre de grandeur est là, plus de 4 km, le record du monde. À ce moment-là, c'était le plus long du monde. Il est resté un bon moment jusqu'au tunnel de Montcenis. Et la méthode, sans les machines d'aujourd'hui, comment on fait ? C'est une autre paire de manches, pas de tunnelier géant. Il a fallu attaquer la roche verticalement, c'est-à-dire en creusant des puits, 24 puits, qu'on appelait des puits d'attaque, espacés d'environ 200 mètres et un peu décalés de l'axe du tunnel lui-même. Pourquoi décalés ? Pour faciliter l'évacuation des déblais en fait. Et imaginez la profondeur de ces puits. Le numéro 14, le plus profond, descendait à 185 mètres sous la surface, 185 mètres creusés à la pioche ou presque. C'est colossal, c'est énorme. Et ces puits servaient juste à descendre et à remonter les gravats ? Non, ils avaient un double rôle très important. D'abord, permettre aux ouvriers d'accéder aux différents points de creusement en même temps et remonter la roche. Ça, c'était essentiel pour avancer. Et le deuxième rôle, le drainage. L'eau s'infiltre partout dans ce massif. Donc les puits servaient aussi de puisards pour collecter cette eau. Elle était ensuite évacuée par un aqueduc spécial construit sous la voie ferrée dans le tunnel lui-même. Ingénieux, oui. Et d'ailleurs, cette petite anecdote aujourd'hui, si on se balade sur le massif de la Nerte, on peut encore voir les cheminées en briques qui surmontent ces anciens puits. Des vestiges visibles. Des témoins silencieux de ce chantier incroyable. Bon, incroyable, mais on l'a dit, un chantier très dur. Il faut qu'on aborde l'aspect le plus sombre, le coût humain. Il a été terrible. C'est l'énorme point noir de cette construction. Les chiffres qu'on trouve dans les sources sont vraiment tragiques. C'est-à-dire on parle de 300 morts et 400 blessés graves, sur environ 8500 ouvriers qui ont travaillé sur le chantier. 300 morts, c'est effroyable. C'est un bilan extrêmement lourd. Une de nos sources dit même que c'est le tunnel ferroviaire français dont le creusement fut le plus meurtrier. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui était si dangereux ? Juste le travail en profondeur ? Pas seulement. La cause principale, c'est vraiment la nature du terrain, la géologie du massif de la Nerte, ces fameux terrains pourris. Le tunnel traverse différentes couches, d'abord des marnes, c'est une sorte d'argile calcaire avec du gypse dedans, ce qui les rend instables. Puis des calcaires du Crétacé et ensuite du Jurassique. Et tout ça, c'est très fragile. Un document de l'époque parle de terrain pourri et de mauvaise tenue. En clair, ça veut dire que la roche avait tendance à s'effondrer tout le temps. Donc pendant le creusement, il y avait des éboulements constants. C'était le risque numéro 1 et les techniques pour soutenir la roche. Les éléments étaient rudimentaires par rapport à aujourd'hui. On imagine. C'était une lutte de tous les instants pour sécuriser les galeries. Et cette instabilité naturelle du terrain, elle explique aussi pourquoi le tunnel a continué à poser des problèmes bien après sa construction.
On y reviendra alors. C'est fou de se dire que les problèmes d'il y a presque 180 ans sont toujours là. C'est lié à la nature même de la montagne traversée. Mais au milieu de ce chantier dangereux, de ce drame humain, il y a eu cette surprise incroyable. C'est là que ça devient passionnant, la découverte scientifique majeure. Il faut savoir que le responsable du percement, Philippe Materon, le géologue, n'était pas seulement ingénieur, il était aussi un géologue reconnu, passionné. On le surnomme parfois le père de la géologie provençale. En supervisant les travaux, il a eu l'œil. Il a trouvé quelque chose. Lui et ses équipes, en triant les déblais, sont tombés sur des os fossilisés. Et pas n'importe lesquels. Tout premiers ossements de dinosaures découverts en France. Les premiers dinos français trouvés là. Dans ses notes, Materon décrit un reptile monstrueux. Ils ont trouvé des morceaux d'os fossilisés et surtout un os de membre avant, sans doute un cubitus qui mesurait 1,80 m de long. 1,80 m, juste l'os de l'avant-bras, ça donne une idée de la taille de la bête. Ça devait être gigantesque. On sait quel type de dinosaure, probablement un sauropode. Vous savez, ces grands dinosaures herbivores avec un très long cou, genre Diplodocus. Or, voilà, ce genre-là, c'est quand même incroyable. Un chantier de génie civil qui débouche un peu par hasard sur une découverte paléontologique de cette importance. Ça a ouvert un nouveau chapitre de la science en France. Quelle histoire! Bon, après toutes ces péripéties, le labeur, les drames, les dinos, le tunnel finit par ouvrir quand même. Enfin, le 15 janvier 1848, le premier train passe. Marseille est enfin connectée au réseau ferré national via Avignon et c'était la seule ligne à ce moment-là. Oui, à ce moment précis, c'était la seule porte de sortie ferroviaire vers le nord et l'est du pays. Donc c'est absolument stratégique et depuis son importance, elle s'est maintenue totalement. Bien sûr, il y a eu la construction de la ligne de la Côte Bleue. Bien plus tard, ouverte en 1915, elle sert un peu d'itinéraire piste de secours, mais le tunnel de la Nerte est resté l'artère principale. Il a été électrifié en 1962 en 1500 volts continus. Aujourd'hui, avec la LGV Méditerranée qui ne passe pas par là, même sans les TGV, le trafic est toujours hyper intense. On parle de plus de 100 trains par jour. Les TER intercités et surtout beaucoup de trains de marchandises qui desservent le port de Marseille. C'est une ligne essentielle pour le fret. Une vraie ligne de vie donc. Mais revenons à cette géologie compliquée, ces terrains pourris. J'imagine qu'elle n'a pas arrêté de poser problème. Les soucis qui ont compliqué la construction, ils sont toujours là en quelque sorte. Avec le temps, le tunnel s'est dégradé. On a observé pas mal de désordre, des endroits où ça sonne creux quand on tape des briques qui s'écaillent en profondeur, qui se fendent, qui se décollent de la paroi rocheuse et l'eau qui s'infiltre n'arrangeant rien. Évidemment, certaines argiles dans le sol gonflent aussi avec l'humidité et poussent sur la maçonnerie, un vrai cercle vicieux. Et dans les parties qui n'avaient pas encore été maçonnées, il y en avait, environ 870 mètres de tunnel, n'avaient pas reçu de revêtement. À l'époque, c'était juste la roche brute. Et là aussi, des problèmes différents. La roche elle-même travaille des fissures naturelles qu'on appelle des diaclases, peuvent s'ouvrir, s'agrandir. La surface de la roche peut s'effriter, peler, c'est la desquamation. Et après des failles géologiques ou des cavités naturelles dans le calcaire du karst, là, la roche peut se déconsolider, devenir moins stable, avec un risque que des blocs tombent. Ça a l'air d'être un vrai casse-tête, entretenir le tunnel. Il a fallu faire des gros travaux de rénovation. Plusieurs grosses campagnes ont été nécessaires au fil des décennies, une assez importante au début des années 2000. Pourquoi ce moment-là ? Parce que l'ouverture de la LGV Méditerranée en 2001 avait fait baisser temporairement le trafic dans le tunnel. Ça a créé une opportunité pour intervenir plus lourdement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appliqué du béton projeté sur les parois, un peu comme une nouvelle peau. Ils ont aussi renforcé la base de certains anciens puits et même ajouté des voûtes en béton armé dans les zones jugées les plus critiques. Et plus récemment, les sources parlent d'un programme encore en cours. SNCF Réseau a lancé un très grand programme de régénération baptisé la NERT. Ça a commencé en 2011 avec plusieurs phases et ça continue. La phase actuelle, la phase C, a démarré en 2020 et se poursuit jusqu'en 2023. Elle concerne près de 1100 mètres de tunnel, mais ce n'est pas fini. On prévoit que les travaux vont devoir continuer. Les estimations parlent d'opérations qui s'étaleront probablement sur la prochaine décennie, peut-être jusqu'en 2036. C'est un chantier quasi permanent en fait. C'est un effort continu pour maintenir cet ouvrage vital en état unique. Aujourd'hui, pour consolider un tunnel comme ça, si vieux, si problématique, j'imagine qu'on ne fait plus comme au 19e siècle. Non, heureusement, les techniques ont beaucoup plus évolué, mais le but reste le même,
renforcer la structure existante pour garantir la sécurité des circulations. Comme on s'y prend, ça dépend vraiment de l'état de la zone et de la place disponible. Souvent, la solution, c'est d'ajouter une nouvelle couche de béton projeté, soit armé avec un trier métallique, soit fibré, c'est-à-dire que des fibres métalliques ou synthétiques sont mélangées directement dans le béton. On ajoute une couche par-dessus l'ancienne, on appelle ça un chemisier en surépaisseur. C'est comme mettre une nouvelle doublure. On peut le faire sur l'ancienne maçonnerie en briques ou directement sur la roche nue. Le tunnel a des dimensions fixes pour que les trains passent sans accrocher. On ne peut pas le rétrécir indéfiniment. C'est exactement ça. Le gros défi, c'est le gabarit ferroviaire. Comme on n'a pas la marge pour ajouter une couche, il faut être plus invasif. C'est-à-dire qu'il faut d'abord enlever une partie de l'ancien revêtement au reste de la maçonnerie. On la creuse sur une certaine épaisseur, c'est une opération très délicate, il ne faut pas tout fragiliser. On procède par petites zones, par plots alternés pour maintenir la stabilité de la voûte pendant les travaux. On utilise aussi des ancrages et des sortes de grandes tiges scellées dans la roche pour bien tenir le tout. Une fois qu'on a fait de la place, on peut projeter la nouvelle coque en béton et le béton lui-même. On ne travaille que la nuit, il faut absolument que le matin, quand le trafic reprend, le béton frais soit déjà assez solide pour supporter les vibrations et assurer la sécurité. Comment on fait pour mener des travaux aussi lourds dans un tunnel où passent plus de 100 trains par jour ? Ça semble impossible, c'est un défi logistique et sécuritaire énorme, c'est clair. La solution, c'est le travail de nuit exclusivement. Quand il n'y en a plus de trains, le trafic est complètement interrompu pendant une fenêtre très courte. Généralement, c'est entre minuit 15 et 4 heures du matin. 5 nuits par semaine, 4 heures par nuit, c'est très peu. C'est très court. Et pendant ce temps, non seulement il n'y a aucun train, mais le courant est coupé dans les caténaires pour la sécurité des équipes. Et travailler dans un tunnel la nuit, on imagine que ça pose d'autres contraintes. L'air, la poussière. C'est un milieu confiné. Donc la qualité de l'air, c'est une préoccupation majeure. On utilise des engins avec des moteurs électriques ou des systèmes start-stop pour limiter la pollution. Et il y a une ventilation forcée et mise en plus en place souvent avec des gros ventilateurs, des exhalateurs d'air installés sur les trains de travaux eux-mêmes. Et on surveille en permanence le niveau de gaz avec des détecteurs et la poussière. Quand on creuse, on projette du béton. C'est un autre problème. Pour limiter la poussière, on utilise des techniques de forage à l'eau. Et pour la projection du béton, on travaille souvent sous des confinements gonflables, des sortes de grandes tentes étanches pour contenir les particules. C'est très contrôlé et la sécurité des personnes qui travaillent là-dedans, c'est la priorité numéro 1. Il y a tout un tas de systèmes, par exemple le comptage automatique du personnel. Chaque personne a une puce dans son casque, ce qui permet de savoir en temps réel qui est où dans le tunnel. La communication est assurée partout grâce à un système radio avec des relais sur toute la longueur. Il y a des exercices d'évacuation réguliers. Tout le monde sur le chantier doit avoir un masque auto-sauveteur à portée de main en cas de problème d'incendie, par exemple. Et le matin, avant de rouvrir la ligne, il y a une vérification spéciale absolument cruciale. Il faut être sûr à 100% que rien ne dépasse, qu'aucun outil, aucun échafaudage, aucun bout de béton ne risque d'accrocher un train. Comment on vérifie ça ? On fait passer ce qu'on appelle un gabarit. C'est une sorte de structure métallique montée sur un petit chariot qu'on pousse à la main, qui a les dimensions maximales d'un train. On le fait passer sur toute la zone où on a travaillé. Si le gabarit passe, un train passe. C'est seulement après ce contrôle qu'on peut autoriser la reprise du trafic, pas avant. C'est un peu un résumé de l'histoire de l'ingénierie. Une lutte contre la nature, une adaptation permanente. Alors finalement, qu'est-ce que ça nous dit, le tunnel de la Nerte ? C'est toujours cette artère essentielle qu'il était à sa création, mais c'est une artère fragile qui demande une surveillance et des soins constants. Et ce qui est frappant, c'est vraiment ce lien direct entre les difficultés initiales, cette géologie compliquée, et les méthodes de construction de l'époque, et la nécessité d'intervenir encore aujourd'hui, 180 ans après. Les choix faits à l'époque ont des conséquences très longues. Ces travaux modernes, complexes, coûteux, ils sont la conséquence directe des défis rencontrés par Talbot et ses ouvriers. Ça montre bien à quel point c'est compliqué de garder en vie une infrastructure aussi vieille, aussi sollicitée quasiment jour et nuit. Et pour finir, une petite pensée, une image. On a parlé de ces 24 puits d'origine, et qu'on voit encore les cheminées en briques là-haut, sur le massif de la Nerte, disséminées dans la garrigue. On pourrait se demander ce qu'elles raconteraient, ces cheminées silencieuses, si elles pouvaient parler. Les histoires des 300 morts, peut-être, les échos de la découverte des reptiles monstrueux, ou juste le bruit incessant des trains qui passent en dessous depuis si longtemps. Ce sont ces témoins d'une histoire humaine et technique incroyable. C'est un bon rappel. Je trouve que sous nos pieds, souvent invisibles, il y a ces infrastructures essentielles et qu'elles sont le fruit d'un effort humain colossal, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, pour qu'on puisse continuer à se déplacer, à échanger, à être connecté.